C'est le débat de ce Smart Impact. On parle du secteur du bâtiment et de l'économie circulaire avec David Cararon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur réseau d'Austreia Big Bag et Rami Jabour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur stratégie de Valobat, éco-organisme au service de cette économie circulaire du bâtiment. Je commence avec vous. En quelques mots, Valobat existe depuis quand? Quelle est sa mission? Alors bonjour, Valobat existe depuis bientôt 4 ans et est opérationnel depuis 2 ans. Et notre mission, c'est de mettre en œuvre ce qu'on appelle la REP bâtiment. Donc responsabilité élargie du Exactement, producteur. responsabilité élargie du producteur, qui vise en fait à passer sur un système de pollueur-payeur dans le secteur du bâtiment et de faire en sorte que le producteur d'un produit est en charge du financement de la fin de vie du produit et donc notamment la gestion des déchets issus de ce produit. Ouais, effectivement, c'est un système qui s'est mis en place secteur par secteur. On est, je crois, dans le cadre de la loi AGEC, de l'économie circulaire. C'était prévu que les différentes filières puissent passer à l'économie circulaire. On va voir que, évidemment, quand on crée une nouvelle filière et de nouveaux usages, c'est pas forcément évident. Je veux bien que vous nous présentiez Austreia. Vous êtes en quelque sorte un intermédiaire entre Valobat et les entreprises du secteur. C'est exactement ça. Nous, on est un réseau national et on est spécialisé dans la gestion des déchets de chantier, donc principalement en Big Bag. Donc on accompagne aujourd'hui. C'est quoi Big Bag? Big Bag, ce sont ces gros sacs que vous voyez certainement sur certains chantiers, peut-être, qui font 1000 litres, 2000 litres. Donc dans votre cuisine, vous avez des plus petits sacs. Et ben ce que vous faites dans votre cuisine, nous on le fait sur les chantiers, mais avec des plus grands sacs. Donc on vient installer des stations de tri avec une règle simple, c'est un Big Bag, un flux, une matière pour dissocier les matières. Donc on vient les collecter, on vient peser les Big Bags pour la traçabilité qui est un point essentiel. Et ensuite on vient les acheminer vers nos centres de tri ou ceux de nos partenaires. Donc l'objectif, c'est trier bien évidemment à la source dans le but d'une valorisation. Est-ce que ça existait avant qu'il y ait cette préoccupation, cette volonté, grâce à la loi, de systématiser en quelque sorte ce tri? Nous, ça fait 15 ans qu'on existe. Donc ça répond à la question. On n'a pas attendu Valobat, effectivement. Donc pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que un déchet trié coûtera toujours moins cher qu'un déchet non trié pour être valorisé. Et donc, depuis mai 2023, il y a cette REP, cette responsabilité élargie du producteur, avec cette REP bâtiment. C'est un outil qui est assez ambitieux, qui a été demandé, plébiscité par le secteur. Est-ce qu'il y a eu un moratoire qui a été décidé au mois de mars? Alors, on a beaucoup changé de ministre, mais c'était par l'ancienne ministre Agnès Pannier-Runacher qui a demandé une refondation. Est-ce que c'était une demande du secteur et comment on peut expliquer ce moratoire? Oui, en effet, c'était une demande du secteur parce que, comme vous le dites, la REP, c'est un outil qui est très puissant pour améliorer l'économie circulaire et accélérer les taux de recyclage, on va dire, des différents déchets. Sur une filière bâtiment qui est très, très importante en termes de volumétrie de déchets. On parle de plus de 20 millions de tonnes de déchets par an. Et une diversité des matériaux au sein du secteur qui est très différente. Comme on le disait, en fait, le bâtiment n'a pas du tout attendu la REP pour recycler les déchets, mais c'est concentré surtout sur des filières comme les filières minérales, le béton, les gravats ou encore le bois, etc. Il y a d'autres matériaux qui sont plus en retard. Alors, pour expliquer la problématique du moratoire et de la refondation, dès le début, en fait, nous, on savait et on le voyait venir, cette REP est une REP qui coûte cher. Pourquoi? Parce que, dès le début, le principe de la REP a été de dire si je trie mes déchets, ils sont repris gratuitement. Et cette gratuité de la reprise des déchets, qui donc en fait coûte à l'éco-organisme qui doit le financer, et donc aux éco-contributions, aux éco-participations qui sont c'est les entreprises du secteur qui participent, qui sont la source de financement. Encore une fois, il n'y a pas d'argent magique dans cette histoire. En fait, ça gonfle très rapidement le coût de la filière, le fait de collecter de plus en plus de déchets, le volume des déchets augmente, les coûts augmentent. Et comme les éco-organismes sont des structures de financement à but non lucratif, pour financer les coûts de déchets, on a des éco-contributions qui augmentent en termes de prix pour équilibrer les recettes et les dépenses. Et donc, en fait, on est arrivé à un moment où le niveau d'éco-contribution ramené au prix de vente des produits était devenu insoutenable.
où allait devenir insoutenable, d'où la refondation qui a été demandée vraiment par la filière, nous en premier. Et on va l'expliquer dans un instant, le modèle économique qu'il faut ou qu'on peut mettre en place. Mais je veux bien qu'on revienne sur le tri, la valorisation, parce que vous dites 7 flux, donc de quels déchets on parle? Vous avez commencé à en citer quelques-uns, mais... Les déchets du BTP, on va les retrouver toujours, principalement les mêmes flux. On a bien sûr les inertes, donc ce sont les gravats qu'on va retrouver sur un chantier. On a le plâtre aussi, qui est un vrai enjeu, et on a le bois. Et ça, ce sont on va dire les déchets pondéreux, c'est ceux qui pèsent lourd. Et l'enjeu se trouve sur ces flux-là. Ensuite, il y a les déchets annexes. On va parler du carton, des plastiques durs, des plastiques souples. Donc, il faut quand même avoir une approche pragmatique. Et nous, c'est comme cela qu'on accompagne nos clients. Un chantier, déjà, quand on va commencer à traiter 5-7 flux, on est déjà plutôt assez vertueux. Ensuite, on peut aller plus loin, ça va dépendre des pratiques, mais là, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner toute la chaîne de valeur, tous les acteurs du BTP pour déjà bien faire sur ces flux principaux qu'on va retrouver. Est-ce que tous ces flux sont valorisables ou pas? Alors ça, c'est l'enjeu. Vous avez commencé à répondre. J'imagine que si on en fait 5 et pas 7, c'est qu'ils ne sont pas tous forcément valorisables. Nous, on a un maillage national. Notre enjeu aussi, c'est d'être présent partout où il y a un chantier. Donc, il y a un sujet de logistique là-dedans. Donc, évidemment, si on va parler du polystyrène, si un recycleur de polystyrène se trouve à 500 km d'un chantier, ça va être évidemment compliqué. Donc la plupart de ces flux que je viens de citer, ils sont valorisables. Il y en a certains encore où on rencontre certaines difficultés parce que les filières ne sont pas en place. D'accord, donc on peut espérer améliorer ces filières. Quel modèle économique il faut trouver, ou vous êtes en train de trouver pour relancer cette REP bâtiment? En fait, je vais quand même rebondir sur la question d'avant pour répondre à la vôtre. Allez-y. Le rôle de l'éco-organisme, c'est en fait effectivement de rendre tous les déchets valorisables. En tout cas, c'est notre objectif. Et l'ambition d'une REP, c'est ça. Donc justement, le modèle économique qu'on essaye de travailler, en tout cas d'imaginer pour demain, c'est un modèle économique où la REP ne va pas s'occuper des déchets qui sont déjà bien valorisés, qui n'ont pas forcément besoin en fait d'un coup de main, d'un coup de pouce, et de se concentrer sur des familles de déchets qui ont un retard, on va dire, en termes de recyclage ou qui sont en développement. Moi, je pense beaucoup à la filière des menuiseries, les fenêtres, en fait, par exemple. Aujourd'hui, le verre des menuiseries est très peu recyclé, alors qu'on sait très bien recycler le verre. Mais la chaîne logistique n'est pas optimisée. Et depuis 2 ans que la REP existe, on a déjà multiplié par 4 le taux de recyclage du verre de menuiserie. Ça, c'est un exemple. On a également les isolants, les laines de verre, les laines de roche, les isolants de toute forme. Tous ces produits-là qui sont aujourd'hui beaucoup vendus, dont on n'a pas beaucoup de déchets parce qu'ils n'étaient pas encore vendus il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est un enjeu pour demain. Et ben notre enjeu à nous, c'est de développer le recyclage. Donc le modèle économique qu'on essaye pour répondre à votre question, qu'on essaye d'imaginer, c'est un modèle où la REP est différenciée selon les matériaux. Il y a des matériaux qui sont plutôt matures, comme vous le dites, le bois, les gravats. Il y a déjà un modèle économique existant qui fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de nous, en fait, là-dessus. Donc là, l'idée, c'est de dire, sur ces matériaux-là, on va réduire les ambitions. La REP, elle va moins servir. Et elle va concentrer ses efforts sur les matériaux qui sont le plus en besoin de développement pour industrialiser la filière du recyclage. Ce qui signifie que ça ne demandera pas, parce qu'on revient au coût, ça ne demandera pas plus de participation aux entreprises du secteur pour financer l'éco-organisme. Non, l'idée c'est que ça demande moins de participation, justement, en enlevant les coûts qui sont liés à des matériaux, comme vous dites, qui sont impondéreux et qui représentent un volume très important. Et en revanche, concentrer le financement qu'on lève sur les matériaux qui en ont besoin. Si on parle du plâtre, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est un matériau, j'imagine, très présent. Est-ce qu'il est très recyclé? Sinon, pourquoi? Alors, il est très recyclé dès lors qu'il n'est pas souillé. Là, je ne sais pas, sur le schéma pour venir ici, j'ai vu à peu près une dizaine de chantiers. La plupart de ces chantiers, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ces bennes, des bennes de 15 mètres cubes ou autres. La plupart de ces bennes, malheureusement, on y retrouve du plâtre, mais le plâtre, il est souillé, il est mélangé avec des matières, des déchets dangereux. Dans ce cadre-là, il ne peut pas être trié. Nous, notre enjeu, on gère à peu près 10 000 big bags de plâtre par an. Donc, on sait le faire en big bag, mais il faut encore une fois que ces déchets soient dissociés des autres matières et effectivement, il peut être valorisé et très bien valorisé. On peut refabriquer du gypse notamment avec. Donc, c'est un matériau qui est très valorisable. L'enjeu ici, c'est les volumes. Aujourd'hui, je pense que vous allez pouvoir en parler. On a énormément de volumes de plâtre qui se sont retrouvés en centre de traitement
donc, il y a une capacité. Voilà, les centres de traitement ont une capacité qui ont été surpassées. Donc, je crois savoir qu'il y a aujourd'hui des entités de recyclage de plâtre qui sont en construction, qui seront opérables d'ici fin 2026. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur cette matière en particulier. Ça veut dire qu'elle est valorisable, mais qu'on n'a pas assez de structures pour la traiter, c'est ça, pour traiter le plâtre? Alors, en tout cas, on n'a pas assez aujourd'hui, mais il y a du développement en cours et normalement, on devrait avoir beaucoup. Le plâtre, c'est certainement l'une des success stories de la REP. C'est-à-dire que pendant 10 ans, alors moi, je connais bien parce que je bossais avant dans le plâtre, dans l'industrie du plâtre. Pendant 10 ans, on essayait de faire recycler le plâtre sur les 600 000 tonnes de déchets annuels de plâtre. On arrivait à peine à atteindre les 100 000 tonnes recyclées. En 2025, grâce à la REP, on est passé à 200 000 tonnes de plâtre collecté. Donc en fait, on a doublé juste en un an, ce qu'on avait du mal à... et on a cassé le plafond de verre, et on estime que d'ici 2 ans, on passe à 400 000. La dynamique sur le plâtre, elle est extraordinaire. En revanche, ce que ça signifie, c'est de développer également toute l'industrie derrière du recyclage pour préparer le plâtre et le recycler. Mais aujourd'hui, nous, évidemment, on suit ça de près. Encore une fois, c'est notre raison d'être, de structurer les filières. Et il y a énormément de projets en cours d'industrialisation, de centres de préparation qui sont en train d'être créés, et d'industriels du plâtre qui sont en train de modifier tous leurs process pour pouvoir incorporer plus de plâtre issus de recyclage dans leur matière première et dans la plaque de plâtre. Parce que la matière première ne perd pas beaucoup du tout, d'ailleurs, je ne sais pas, de sa qualité. Alors le plâtre, on dit que c'est 100% recyclable, c'est-à-dire que le plâtre, c'est recyclable à l'infini. On peut le transformer en gypse, le remettre dans une plaque de plâtre et revenir à l'infini. Dès le moment où le déchet n'est pas souillé à la fin, en fait, il peut revivre plusieurs vies. Mais ça pose une question de mentalité aussi, parce qu'on voit quand même encore des bennes où effectivement tout est mélangé. Ce sont des nouvelles pratiques. Donc effectivement, la partie sensibilisation, et quand on parle de sensibilisation sur un chantier, on parle souvent des compagnons, mais c'est pas seulement ça. J'ai fait une sensibilisation pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai invité toutes les parties prenantes, donc ça veut dire le client, le maître d'ouvrage, les conducteurs de travaux, les directeurs de centres de travaux, en fait toutes les parties prenantes doivent être concernées. C'est pas seulement l'histoire du compagnon qui, lui, va être sur le chantier. Donc la première étape, c'est de sensibiliser à tous les échelles. Et ensuite, effectivement, sur le chantier, là, c'est important d'être présent dès le début du chantier. Alors, sur la phase gros œuvre, donc on va construire effectivement le béton, la partie béton, les murs, etc. Il y a peu de coactivité, on rencontre très peu de problèmes. Souvent, c'est une entreprise qui intervient. La problématique, c'est sur le second œuvre, où là, on va avoir énormément de coactivité. Donc la sensibilisation va se faire au début et va se faire à la phase secondaire. Et ensuite, nous avons des agents qui sont formés aussi pour apporter ce qu'on appelle des quarts d'heure environnement, puisqu'il faut toujours des piqûres de rappel. Donc, mais l'enjeu, il est vraiment là, la sensibilisation et ces nouvelles pratiques, à faire appliquer ces nouvelles pratiques. Non, mais tout à fait. Mais en l'occurrence, moi, je pense que dans le bâtiment, tout prend du temps dans le bâtiment. Il y a toujours un peu d'inertie. En revanche, moi, je pense que la transition est là. C'est-à-dire que nous, on le voit. Parce que nous, on ne collecte que des déchets triés et on voit la quantité de déchets triés qu'on collecte qui augmente, qui a été multipliée par 20 entre 2023 et 2024, remultipliée par 2, voire 3 quasiment entre 2024 et 2025. On a une dynamique et donc une installation des gestes de tri qui est, en fait, en termes de... Quand on compare aux autres filières qui existent de REP, c'est la dynamique certainement la plus puissante, notamment parce que c'est une REP de professionnels. C'est le professionnel qui paye à un moment donné une éco-contribution sur son produit et il veut un service en face. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, le geste de tri, il est vraiment là. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact. On va être au cœur de l'économie sociale et solidaire.